Samedi, mesdames et messieurs, le week-end, comme vous le savez, nous vous accompagnons toujours et nous sommes appelés aussi à bien terminer la semaine. L'actualité qui est sur notre table apparaît instant, mesdames et messieurs, c'est cette confusion dans l'opinion. La première ministre de la République démocratique du Congo, lors d'un sommet à Bruxelles, elle est revenue justement sur les processus de Luanda, affirmant que les Rwandais ont finalement accepté que les militaires, plus de 4000 hommes, sont présents en République démocratique du Congo et il va les retirer. La réponse du Rwanda n'a pas tardé. Leur ministre des Affaires étrangères a réagi directement disant que c'est faux. Le Rwanda n'a pas accepté qu'il a les militaires en République démocratique du Congo ou soit s'il va le retirer parce que jusque-là, il continue toujours de réfuter tout ça, disant qu'il n'y a pas de militaires rwandais sur le sol congolais, bien, mais la crise elle est beaucoup plus congolaise et c'est entre le M23 et le gouvernement, appelant même le gouvernement congolais aux discussions directes avec le M23. Pour en parler, mesdames et messieurs, nous recevons un grand homme aussi de la politique en République démocratique du Congo pour son franc-parler. C'est son discours aussi direct. Là où il faut taper, il tape. Là où il faut aussi applaudir, il le fait. Et là où il faut proposer, il n'hésite pas aussi de le faire. Docteur Patrick Bala, bonjour. Bonjour, monsieur Jenny. Toujours en forme, comme d'habitude. En super forme. Les Rwandais, enfin, on ne peut pas dire, je ne sais pas si on peut dire qu'il manque, qu'il ne sait plus quoi faire justement. Est-ce qu'il est cloué ou soit il est toujours dans sa stratégie légendaire? À chaque apogée correspond un déclin. Je l'avais déjà dit depuis 2022, avant que le Rwanda ne mette la main sur moi. J'avais dit même aux Rwandais que c'est votre déclin. Effectivement, ils sont en plein déclin. Et le président de la République lui-même avait dit que nous devons tenir fort parce que nous étions dans une période de douleur de l'enfantement. Effectivement, les meilleures et les grandes choses, on ne les gagne que dans la souffrance. Voilà que le bout du tunnel est en train de se marquer aujourd'hui. Nous souhaitons que cela atterrisse en pleine douceur et que le Rwanda soit corrigé définitivement. Vous parlez du bout du tunnel et pourtant nous voyons tous toutes ces entités aujourd'hui qui sont sous occupation de l'armée rwandaise. Mais aucun militaire rwandais ne s'est retiré du sol congolais jusque-là. Bon, tout à fait. Je vous ai dit que le Rwanda n'avait qu'un seul levier en termes de front, parce que je vous ai toujours dit que la guerre a plusieurs fronts. Le seul front que Kagame a gardé, c'était le front militaire, parce qu'il se retrouvait que sur le plan économique, nous l'avions coincé, que ce soit sur le plan diplomatique, il était coincé, même sur le plan judiciaire, ils sont coincés. Il y a des procès qui attendent les Rwandais. Oui, il y a le procès d'Arusha de l'autre côté, il y a toute sa bande de pantins. Internationale de la justice aussi qui est saisie. Oui. Il y a tous ces pantins, ça a déjà commencé avec tous ces pantins des Nang et autres qui sont déjà condamnés. Vous voyez, ça a rendu les choses un peu difficiles pour Kagame, étant donné que sur les différents points, il ne savait pas s'en sortir. Il s'est dit, toute guerre finit toujours par une négociation. Étant donné que toute guerre finit par une négociation, il faut amener un cahier des charges. Je dois avoir aussi un levier sur lequel je dois tenir. C'est par anticipation. Quand il est venu au Rwanda et au Congo, ils n'ont pas dit qu'ils venaient. Ils nous ont surpris, ils ont pris de l'élan et surtout qu'il y avait une forte infiltration, surtout à l'Est. Ils ont pris assez d'espace. Vous dites qu'il y avait une forte infiltration, donc il y en a plus. Tout à fait, on a vu... bon, il y en a, quand je dis forte, c'est dire ça s'est quand même amoindri parce que nous savons qu'avant, il suffisait de faire 2-3 jours, Goma tombait facilement, ils étaient à nos portes chaque fois. Mais aujourd'hui, il y a une certaine difficulté pour atteindre toutes ces grandes agglomérations parce que durant une guerre, la guerre, ce ne sont pas les espaces pour des espaces. La guerre, on cherche les espaces qui sont des sites stratégiques. Quand on gagne un site stratégique, en ce moment-là, ça fait que vous êtes en train d'affaiblir votre ennemi qui est en face de vous. Donc, face à cette situation, Kagame devait garder un seul levier qui lui permettrait d'entrer dans les grandes discussions. C'est-à-dire, quand il y a négociation, qu'est-ce qu'il présente comme cahier des charges? Vous aurez à négocier, vous lui demandez de partir, il dit en contrepartie, mais il faut aussi ça. Parce que quand on va aux négociations, on perd une chose, on gagne une autre. Voilà un peu l'ensemble des enjeux tels que ça se passe actuellement. Voilà, alors des discours maintenant, parce que cette question refait toujours surface dans plusieurs sommets, là où nous voyons les officiels
congolais. Alors la première ministre qui est en Belgique, elle a répondu justement à cette question par rapport au processus de Luanda. Alors ces processus, je ne sais pas, parce qu'il y a de cela 2 ou 3 semaines que l'attitude du gouvernement congolais a été décriée par une certaine opinion, mais aujourd'hui ça s'annonce un tout petit peu positif pour la RDC avec les troupes rwandaises qui vont se retirer de la République démocratique du Congo. La première ministre qui a donné toutes ces affirmations. Alors comment vous trouvez ces revirements? Non, il n'y a pas de revirement. C'est une stratégie du Rwanda. C'est une stratégie du Rwanda. On sait que leur pilier, leur force, ça pose sur 2 éléments capitaux. Pour le Rwanda, c'est la victimisation et le mensonge. C'est ça le Rwanda. Il y a la victimisation et le mensonge. Maintenant, aujourd'hui, ils sont coincés. À quel niveau? Parce que, vous voyez, tous les pays qui le soutenaient l'ont obligé de se retirer. Oui. C'est dire qu'on a reconnu d'abord l'agression rwandaise parce qu'il y a eu une condamnation. Les gens attendaient des sanctions. Il y a déjà une condamnation. On condamne parce qu'on a trouvé qu'il y a les troupes rwandaises sur le sol congolais. Justement. Ça, c'est un premier fait. Deuxième fait, vous voyez maintenant tous ces grands États, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, qui ont coupé leur coopération militaire avec le Rwanda. Ce sont déjà les premières sanctions contre le Rwanda. En termes de coopération militaire, même les financements qui donnent souvent de manière mensuelle, qui sont coupés face au Rwanda. Ce sont déjà les débuts des sanctions. Donc, c'est pas seulement les condamnations. D'ailleurs, on peut dire les simples condamnations, mais ça va jusqu'aux sanctions. Il y a déjà des sanctions. Sanctions. Et vous voyez le troisième niveau, c'est qu'on l'oblige de se retirer. Les faits de t'obliger, c'est-à-dire, on t'a mis devant des faits accomplis. Les preuves sont irréfutables. Kagame lui-même l'a reconnu implicitement. Je crois dans sa dernière sortie médiatique, il avait reconnu ça implicitement. Et vous avez vu qu'il était incapable d'aller même au 79e sommet des chefs d'État. Tout le monde s'est réuni là. Lui n'était pas là. Il a trouvé que les carottes sont déjà cuites. C'est plus favorable pour lui. Alors, le 4e niveau, c'est quoi? Ce sont les pourparlers qui ont commencé à Zanzibar. Il y a eu des pourparlers. Il y a des pourparlers à Nairobi. À gauche, à droite, on est en train de discuter. Et quand on discute, chaque État présente son cahier des charges. Et quand on présente les cahiers des charges, dans les cahiers des charges, le Rwanda voulait encore piéger le Congo. Le Rwanda a introduit cet aspect du M23 pour que le Congo ait des discussions directes. C'était un piège. Si le Congo avait accepté de discuter avec le M23, en ce moment-là, on était en train de dédouaner le Rwanda. Donc le problème serait congolo-congolais. Mais en réalité, le président de la République a toujours dit chaque jour que le M23 n'existe pas, c'est une coquille vide. Il s'agit de Kagame et de son régime. Voilà que tout le monde a déjà condamné, tout le monde a pointé Kagame. Et le fait de demander, il y avait d'abord la trêve. Quand on a demandé à ce qu'il y ait une trêve, on a demandé à la République démocratique du Congo. On a demandé aussi au Rwanda. On n'a pas demandé au M23. Vous comprenez? Donc Kagame voulait nous piéger à travers le M23. Si on acceptait un dialogue franc, ou plutôt direct avec le M23, d'office, Kagame est dédouané. Étant donné que le Congo est malin, pour Kagame, c'est dire discuter avec l'M23, c'est les réintégrer dans l'armée. Pourtant, il y a déjà une loi promulguée. Revenir aux mêmes conséquences. Oui, alors, le Congo est déjà prudent. Il y a déjà une loi qui a été promulguée par le chef de l'État. Il n'y aura plus d'intégration, de réinsertion de ces troupes-là dans l'armée, dans la police, dans l'administration, dans la politique comme ils l'ont fait avant. Ils sont criminels. Nos lois interdisent le port d'armes illégales, parce que ce sont des ports d'armes illégales. L'insurrection contre la République, c'est déjà interdit. Voilà pourquoi le Congo a précédé, a anticipé, en organisant deux procès, un grand procès, qui les a condamnés. Aujourd'hui, leur situation ne leur permet même pas de discuter avec la République démocratique du Congo. Ce sont des condamnés. Donc leur place, c'est la prison. Donc leur dossier est déjà clos. Mais sur la table du Rwanda, Dr Patrick Bala, cette question n'est pas toujours, cette option plutôt n'est pas toujours écartée. Le Rwanda parle et insiste. La solution à la crise en République démocratique du Congo, à cette crise sécuritaire, c'est de discuter directement avec le M23. Ils sont revenus encore une fois sur cette option. Il faut prendre les deux angles. Oui. Il y a l'angle de pourparler et les à côté. Les à côté, on sait, comme je vous ai dit, on joue à la victimisation et au mensonge. Qui est-ce qu'on ment? On ne ment pas les Congolais.
Ils ont présenté leur cahier des charges. Nous avons réfuté. N'oubliez pas, je crois, c'est au mois d'octobre, au début. Tout juste au début. Septembre. On avait réfuté tout ce qu'ils avaient proposé, M23 et tout. Oui. On avait rejeté. Le Congo avait refusé de signer. Cette fois-ci, on a signé parce qu'il y a ce qu'on a rejeté chez nous, il y a ce qu'on a rejeté chez eux. Nous sommes sortis avec un compromis, avec des signatures. Il y a une signature du Congo, il y a une signature du Rwanda et une signature du médiateur, facilitateur, qui est l'Angola. Oui. Ça a été fait, ça a été lu. Nulle part le M23 est repris. Donc, ce que disent le Rwandais, experts en mensonges, fils de menteurs, savent bien que ce qu'ils disent, ce n'est pas ce qui est dans le texte. S'ils sont capables et francs, qu'ils exhibent ce texte devant le Rwandais, ils ne mentent pas les Congolais, ils mentent aux Rwandais. Pourquoi? Parce qu'au Rwanda, il n'y a pas 2-3 sons de cloche. Comme au Congo, il y a une démocratie, il y a quand même une liberté d'expression, tout le monde peut parler. Au Rwanda, on va mener ça aux informations nationales par une voie unilatérale, qu'on comprenne que nous sommes victorieux, tout ça, pour qu'on donne raison à Kagame de faire la guerre. Parce que c'est que vous savez aussi qu'au Rwanda, l'armée est divisée aujourd'hui. L'armée ne veut plus combattre. Parce que la plupart des officiers rwandais se retrouvent en Ouganda, qu'on a des armées même, parce qu'ils ont dit qu'ils ne trouvent pas d'utilité de combattre au Congo depuis qu'on combattait depuis 30 ans. On ne voit pas pourquoi on combattait le Congo. Vous comprenez, il y a déjà cette fragilisation. Il ne faudrait pas que ce virus entre dans la population. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut asseoir. Très bien. Ouais, populaire. Oui. Il faut maintenant asseoir une information unilatérale, imposée, taillée sur mesure, pour défendre le pouvoir de Kagame. Mais que ces gens, s'ils sont sincères, qu'ils exhibent ce qui a été signé à Luanda, que nous tous nous avons lu devant témoins, et c'est resté intact. C'est ce que Madame la Première ministre n'a fait que reprendre. Et puis elle a fait voir, elle dit, c'est pas nous. Et c'est la réaction du Rwanda qui n'a pas aussi tardé. Non, la fausse réaction. J'ai dit encore la fausse réaction. Parce que la réaction du Rwanda, ils avaient toujours jamais accepté qu'il y avait d'éléments rwandais sur ce sol. Peuvent-ils contredire les images de drones de la MONUSCO? Mais même leur présence à Luanda justifie déjà qu'ils sont parce que là comme acteurs. Partons à la genèse. Principaux. Partons à la genèse à Luanda. Oui. On appelle les belligérants au Rwanda. Le pays agressé, c'est le Congo. Le président Tshisekedi se présente. Mais il fallait voir, par exemple, Bertrand Bisimou aller aussi. Mais qui est allé? C'est Kagame. Il a légitimé, il a confirmé par son acte, par son attitude, par son comportement, d'office que c'est lui qui faisait la guerre à la République démocratique du Congo. C'est vrai, cette tournure s'avère être aussi peut-être positive pour la République démocratique du Congo, mais en face nous parlons du Rwanda. Le Rwanda peut signer un accord et dans la pratique faire autre chose. Contraire même à celle à qui lui a poussé même à signer un accord. On peut s'attendre toujours à tout ça. Je l'ai déjà fait voir ici que c'est la toute première fois qu'il y a un débat ouvert entre la RDC et le Rwanda. C'est la toute première fois. Chaque fois que nous discutions dans nos pourparlers, nos différents pourparlers, le Congo était toujours en face des rebelles montés par le Rwanda. Que vous lisiez l'accord, c'est pas de Iousi, du 23 mars, c'est face au CNDP. C'est toujours face au CNDP, les mêmes... Nairobi, c'est avec les M23 qu'on avait défait. On a signé avec ça. On n'a pas signé avec le Rwanda. Le Rwanda venait comme un sapeur-pompier pour calmer la situation, pendant que c'est lui qui est en train d'envenimer la situation. Ayant compris ce qui s'est passé avec Kagame, le président Tshisekedi est allé plus loin pour dénicher le responsable de ce qui s'est passé. Parce qu'il fallait qu'on nous explique. Après la défaite de M23, il est resté combien de militaires du M23? Plusieurs se sont mis en parti politique. Ils sont rentrés en République démocratique du Congo. Un parti politique agréé. Agréé. Il faut le préciser. Ils sont revenus en République démocratique du Congo. Il y a eu cette amnistie que nous avions contestée à ce temps-là. Les gens sont rentrés. Ils sont restés combien? Pour qu'ils créent 2 bataillons. En plus, ces gens ont été placés à 154 km de nos frontières, encerclés, gardés par l'armée rwandaise. Est-ce que M. Kagame peut expliquer au peuple congolais et à la communauté internationale comment est-ce que ces gens ont quitté les 153 km pour atteindre nos frontières et nous déranger? Ça, c'est de 1. Kagame peut nous expliquer aujourd'hui d'où
sont provenues les armes que ces gens ont eues en étant sécurisés par l'armée rwandaise? Si vous posez toutes ces questions, il vous dira qu'il n'a pas de réponse à vous donner. S'il n'a pas de réponse à nous donner, c'est-à-dire qu'il reconnaît qu'il est complice. Parce qu'il est inadmissible que les gens se déplacent dans votre propre pays, 154 km, hautement armés, parce qu'ils ont des armes lourdes, jusqu'à tel point, Guterres a reconnu qu'ils avaient des armes sophistiquées qui ne permettaient même pas, la mission de l'ONU ne pouvait pas faire face. Rappelez-vous. Ouais. Mais il faut que Kagame nous explique comment est-ce que ces gens ont acquis ces armes sous sa barbe, sous sa sécurité, et pouvaient traverser toutes les villes et villages, et tous les villages pour atteindre nos frontières, sans que les services de sécurité ne les détectent. On ne s'amuse pas avec les gens, nous ne sommes pas des enfants, nous ne sommes plus des dupes. Donc face à cette situation, Kagame se retrouve dans une conspiration qui se tourne maintenant contre lui-même, qui ne sait plus maintenant gérer. Alors, une autre préoccupation, docteur Patrick Bala, c'est l'essor maintenant de ces Congolais, ici de plusieurs partis politiques, mais qui ont pris la direction de l'AFC M23, bien sûr, toujours en joie léger du Rwanda. Ces gens-là, les Corneille Nangaa, c'est quoi leur sort dans tout ça? Parce qu'on ne les entend plus trop parler ces derniers temps. Je ne sais pas si c'est aussi un message, leur attitude actuellement, ou soit ils n'arrivent aussi pas toujours à bien se positionner dans les enjeux de l'ère. Mais avant de parler de leur sort, qu'est-ce qui a fait qu'ils sont partis? Bon, si on peut rester dans ce qu'ils évoquent, ils ont les revendications purement politiques. Les revendications politiques ont quelle corrélation avec les armes? Là, vous avez des corrélations politiques? La force contre la force. Non, vous avez des revendications politiques. Oui. Et il y a des moyens politiques démocratiques surtout. Et démocratiques pour réclamer. Oui. Vous quittez, vous allez prendre les armes. D'office, vous êtes ennemi de la République. Vos revendications ne sont pas politiques. Si vos revendications étaient politiques, je pense que c'est pour protéger votre peuple, pour assurer le bien-être collectif de ce pays, de ce Congolais, et garantir la sécurité de ce pays. Mais quand vous prenez vos Kalachnikov entre vos mains, pour tuer vos propres sœurs, tuer vos propres mères, violer vos propres filles, est-ce que c'est politique encore? Non, vous êtes des vassals, des vermilles de Kagame. Est-ce qu'ils se rendent compte même non, parce que depuis 1996, c'était devenu, je dirais quoi, une habitude, faisant une accoutumance qui a fait que les gens se sont dit, pour gagner sa vie au Congo, il faut faire la rébellion. Parce que ça payait. Ça payait sérieusement. On a vu du n'importe qui, des bouviers être des généraux. On a vu des illettrés être des officiers supérieurs dans ce pays. On a vu de n'importe qui entrer dans la sphère politique pour nous gérer aujourd'hui. Et ils ont détruit la sphère politique parce que la mission était de détruire ce que j'appelle les 5 piliers de la République. La défense et la sécurité, la justice, l'économie, l'administration et l'éducation. On a détruit aujourd'hui. Il faut refaire tout ça à zéro. Mais vous allez encore refaire ça. Parce qu'on se disait, après ça, il y avait une récompense. Vous faites l'AFDEL, les gens se sont retrouvés. Vous avez fait l'RCD, les gens se sont retrouvés. CNDP, les gens se sont retrouvés. M23, les gens se sont retrouvés. Ils se sont dit non, nous qui n'avons pas encore eu, tentons aussi cette aventure. Mais aujourd'hui, leur sort, ils sont malheureux. Premièrement, parce qu'ils sont vomis par le peuple congolais. Le peuple congolais n'en veut plus. Nous sommes fatigués. Vous avez demandé leur sort. Deuxième sort, ils sont condamnés à perpétuité. Même pas à perpétuité, à mort. La plupart à cause de cette insurrection. Donc vous devenez des condamnés inutilement. Au lieu de faire des revendications à Kinshasa, si on peut vous arrêter, on pourra toujours vous libérer. Et enfin, ils sont vomis par Kagame, parce que Kagame va avoir ses intérêts, sa sécurité, sa protection. Ils sont sacrifiés. Ces gens-là. Alors, docteur Bala, nous sommes à la fin. Peut-être un petit mot, parce que je rappelle, vous êtes auteur d'une loi Bala, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, peut-être ça coïncide aussi avec ce qui fait débat dans l'opinion, changement de la constitution, révision constitutionnelle, dans tout ça. Quelle est votre position? Dans peu de mots pour qu'on puisse terminer. Ma position, on change la constitution directement ou pas, c'est pas le moment. Je commence d'abord par féliciter, remercier tous mes compagnons de lutte qui m'ont accompagné dans ce combat. Non, pas Kabouya, je ne suis pas dans son schéma. Pour dire que nous réfléchissons quand même sur Nord Kivu. Il y a de jeunes gens qui réfléchissent
Congo ici, pendant que les gens sont en train de danser à Kinshasa. Aujourd'hui, le débat est ouvert. Révision constitutionnelle, changement de la Constitution. Nous sommes du côté du changement. Parce que j'ai parlé du nouveau système politique. Mais faites attention. Oui. Nous ne sommes pas dans un débat politicien, nous. Nous sommes dans un débat républicain. Qu'on ne dise pas nous sommes là en train de faire pour le pouvoir, non. Nous voyons la République. Donc, parce que notre historique va de 1960. Avec les mandats qui doivent aussi... C'est pas dans le... Non, nous ne sommes pas dans le monde des chantres. Oui. Nous ne sommes pas dans le monde de Dialelo. Nous sommes dans le monde de la République. Oui, mais si, on réfléchit si on change la Constitution, Tshisekedi pourra se représenter aussi aux mais prochaines élections. La Constitution peut être changée. Qui change la Constitution? Ce sont des humains. Oui. Les humains peuvent mettre des clauses pour dire que le président d'exercice... prochainement, il ne se représente pas. C'est une convenance nationale. Ça va. Alors, qu'on ne reste pas dans cette politique individualisée et personnifiée. Voilà. Qu'on voit la République. Pourquoi nous souffrons depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, quittons la politique politicienne vers la politique républicaine. Voilà, Docteur Bala, je vous dis merci. J'espère que les téléspectateurs de Gale Afrique Télévision vont passer un très bon week-end, surtout avec toutes ces matières chaudes, il faut le préciser, et intéressantes. Matière chaude et la victoire des Léopards qui a rassuré tous les Congolais. Ça fait qu'on nous a tous fédérés. Et je pense aujourd'hui on doit fédérer autour de toutes ces questions importantes. Qu'on mette nos égos en bas, qu'on voit la République avant tout. Très bien. Mesdames et messieurs, bonne suite chez vous. Et merci une fois de plus à vous de nous avoir suivis. Abonnez-vous, partagez massivement cette production. N'hésitez pas aussi à liker tout en faisant aussi, donc comme je vous ai dit, de partager. Vous pouvez aussi commenter. Voilà, vos commentaires sont aussi les bienvenus toujours dans la barre des commentaires. Sinon, portez-vous bien et à la prochaine.